Comprendre la femme. Choisir entre le Mali et la France, c'est choisir entre mon père et ma mère. Je suis concernée par les deux territoires. Je suis française d'origine malienne. Dans la rue, ce n'est pas nécessairement la française en moi que l'on voit. Ceci, c'est les termes d'une de nos sœurs franco-maliennes, Aminata Boune Konaté, qui ont été dits autour de cette table il y a un mois. Comme pour dire, malgré, en dépit de la situation et des relations tendues entre le Mali et la France, les enfants issus de ce couple, les binationaux, les franco-maliens ont leur mot à dire. Qu'en est-il de toutes ces personnes, ces millions de personnes qui ne peuvent pas choisir, qui ne doivent pas choisir, qui n'aspirent qu'à la paix, qui n'aspirent qu'à des relations diplomatiques harmonieuses afin de faire développer et de contribuer pleinement au développement des deux nations. Moussoya, votre émission citoyenne, conformément aux objectifs qu'elle s'est donnés, faire entendre, élever les voix, surtout les voix féminines, a décidé de transporter le débat Moussoni politique sur Paris et de parler des relations Mali-France, de la bouche, comme on aime le dire chez nous, de la bouche de ceux-mêmes qui sont issus de ces relations-là. Les franco-maliens, les binationales et les binationaux. Alors c'est parti pour Moussoni politique, pour parler des relations Mali-France. musoya ka musoni politiki ye jamkan ye min bɛ kuma jamana ɲɛta kan kɛrɛnnenya la k'a jira k'a fɔ cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamana jɔli la an bɛɛ ka wuli k'an jɔ walasa an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na jamana ka ɲɛtaw ka se ka sabati musoya ka musoni politique a bɛ se k'a sɔrɔ joliba fm ani joliba tv kan sigiridonyaw fɛ sɔgɔmadafinɛgɛ kan ye kan ka taa bila a ɲɛ 12 la musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa. Moussoya Diaspora est une rubrique spéciale de votre émission citoyenne Moussoya qui célèbre le leadership féminin africain hors du continent. L'émission vise à donner écho à la voix de toutes ces femmes et hommes de la diaspora africaine qui œuvrent dans l'édification d'un monde juste et égalitaire. Nous vous invitons donc à nous suivre sur nos différents canaux Joliba TV News, Joliba FM et sur les comptes Facebook, YouTube et Instagram de Moussoya. Moussoya, mieux comprendre la femme. Moussoni politique, oh salam alaikum, oh bismillah, bonjour, bonsoir, partout où vous nous suivez, chères auditrices, chers auditeurs fidèles de Moussoya. Bienvenue sur le plateau de Moussoni politique avec Moussoya Diaspora sur Paris. Aujourd'hui, nous recevons 3 binationaux, binationales pour parler des relations Mali-France. On dit qu'on ne peut pas tresser la tête de quelqu'un en son absence. Pour parler des relations Mali-France, alors nous allons adresser la parole à personnes là même qui sont les premières concernées. Madame Kadiatou Koulibaly, Kadi Kara, consultante en stratégie, entrepreneur, la dame au multiple foulard. Bonjour, bonsoir. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Ok, vous êtes binationale. Je suis triple nationale, même on peut dire. Parce que vous êtes Mali, vous êtes Congo, vous êtes France. France, africaine. Africaine, panafricaine, citoyenne du monde. Exactement. Bienvenue. Merci. Avec notre frère Ibrahima Keïta, président de Afrique Fraternité, ancien élu. Monsieur Keïta, bonsoir. Bonsoir Kumba. Ça va? Très bien. Tout va bien? Oui, parfait. Binational aussi? Binational. Ok, malien, français. Franco-malien. Franco-malien. Pas maliano-franco. Oh ben... Ou bien ça se dit ça?
Bah, on va dire que c'est un néologisme, mais ça se comprend. Ça se comprend. Voilà. Troisième invité de cette conversation aujourd'hui sur les relations Mali-France, c'est notre frère, le général à 5 étoiles, Samba Gassama, leader d'opinion, analyste politique, franco-malien aussi. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est quoi un franco-malien? C'est quoi un binational? Ça se passe comment? Parce que hier, on était à un débat et une de nos sœurs a dit on se sent métisse sans pour autant être métisse. Bon, je dirais que en vérité, c'est les gens qui nous imposent de définir ce que l'on est. Mais ce que nous sommes, nous le vivons quotidiennement sans forcément avoir à le décrire ni à le justifier. Nous sommes des binationaux, nous avons tous une histoire différente. Certains sont arrivés adultes, ils ont acquis la nationalité française. Certains sont nés ici, certains, c'est le papa qui était ici. Certains sont devenus français alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds ici, parce qu'un des parents est français. Nous avons tous une histoire différente. Chacun a son histoire, chacun la raconte comme il le veut. Il n'y a pas forcément une définition de la binationalité. Alors pour Gassama, l'identité est comment? Elle est à l'aise? Moi, je me sens très bien comme je suis. Je suis franco-malien, soninké d'ethnie. Je suis très attaché à mon ethnie. Autant que je suis attaché à ma nationalité malienne et à ma nationalité française. Donc je ne laisserai aucune de ces identités pour personne au monde. Ibrahima, alors, M. Keïta, c'est comment franco-malien? Comment est l'état d'esprit aujourd'hui avec les relations tendues? C'est difficile à porter ou on est à l'aise? Bon, moi, je ne me définirais pas franco-malien par rapport au contexte actuel. Je me définirais comme franco-malien du fait, comme je l'ai déjà expliqué, je suis né en France, on ne choisit pas son lieu de naissance. Il y en a qui le sont parce que, pour des raisons administratives, il y en a qui le sont devenus par naturalisation parce que c'était pour eux une fierté aussi d'être français. Mais il faut quand même être conscient d'une chose. Moi, ça n'a pas été dans mon parcours de vie et sur le plan associatif. J'ai été président de SOS Racisme, de Cergy Pontoise pendant 6 ans. Et quoi qu'on dise, bon, administrativement, oui, droit du sol, je suis français, mais on sait très bien un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va dire les choses quand même. Hein. On est très souvent renvoyé aussi à nos origines. Hein. Ça, c'est une réalité et que chacun vit au quotidien, soit c'est dit ou avec des non-dits, hein, des comportements. Mais ça n'enlève rien au fait que je suis français et j'assume le fait d'être français autant que je suis d'origine malienne. Et donc, de ce point de vue-là, je suis moi parfaitement à l'aise et surtout l'avantage de cette binationalité, mais je tiendrai à insister sur le fait que la binationalité ne confère pas systématiquement et automatiquement la biculturalité. Ah, tout à fait. Donc, il faut faire très attention à ça. On peut être binational et avoir une parfaite méconnaissance de son pays d'origine et de ses codes, de ses traditions et de tout le reste. Et pourtant, on est binational. Donc, je pense que c'est important d'insister sur ce point-là. Et donc, de ce point de vue-là, moi, personnellement, je suis à l'aise. Comme la question m'est posée, moi, je suis à l'aise parce que je l'ai expliqué. J'ai passé mon enfance ici, je vis ici. Et d'ailleurs, je passe le plus de mon temps maintenant ici en France que dans mon pays d'origine. Mais quand je vais au Mali, je suis également parfaitement à l'aise du fait d'y avoir vécu. Après l'obtention de mon diplôme d'enseignement fondamental, de mon baccalauréat, tout ça c'est au Mali. Moi j'ai vécu pendant plus de 10 ans au Mali. Donc j'ai pu m'imprégner dans la culture de mon pays d'origine. Donc de ce point de vue-là, moi je suis tout à fait à l'aise et j'assume fièrement le fait à la fois d'être français et d'être d'origine malienne. Alors, Kadi, ça n'a pas été peut-être dit, mais c'est en tout cas moi je l'insinue, et parce que ça fait quand même 2 semaines que je parle aux unes et aux autres et aux uns aux autres, et j'ai comme l'impression qu'il y a aussi des frustrations des fois où les gens pensent qu'ils doivent se justifier. Justifier d'être français, justifier d'être malien. Alors, chez toi, Kadiatou Koulibaly, ça se passe comment? Quel est ton ressenti? Alors, les gens ont actuellement un sens de revendication de l'identité. Je suis franco-malienne, soninké également, fière d'être malienne et fière d'être
française. Ok. Voilà. Donc, il faut assumer. Ok. Et ce double héritage n'est pas nous rapporté aujourd'hui avec le climat social, le climat diplomatique, les relations tendues entre les deux pays? Lourd à porter, non. Ok. Pas lourd à porter, parce que dans ma vie de tous les jours, ce qui se passe au plus haut niveau des États, ça n'empiète pas pour le moment dans mes activités. On espère que ça ne va jamais empiéter. Alors, ta lecture, qu'est-ce qui se passe exactement au plus haut sommet de nos deux États? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais, de toute façon ça a été écrit, les torchons brûlent. Ça, il n'y a pas à tergiverser, ça brûle, ça brûle. Est-ce qu'on n'est pas déjà aux cendres? Est-ce que ça n'a pas brûlé, on est aux cendres? On attend maintenant que les cendres se refroidissent pour essayer de recoller les morceaux? Comme un sphinx? Non, pour moi, ça brûle. Ça brûle toujours? Ça brûle toujours. Ok. Pas les cendres encore, ça brûle, à mon avis. Et à qui la faute? Si on peut parler de faute. Aux deux. Il n'y a pas de coupable principal. Chacun a sa part dans... Qu'est-ce que le Mali a fait, à ton avis? Qu'est-ce que le Mali n'a pas fait? Non, quelle a été la faute du Mali? La faute du Mali? En fait, ce qui se passe, le mal est plus profond dans le sens où on est victime des différents accords entre l'Afrique et la France. Et là, sur ce sujet, c'est le Mali. La géopolitique mondiale. Voilà, ça remonte à plus haut. Oui. Donc, 400 ans. voilà. Plus. Donc aujourd'hui, ce sont des sujets qu'on ne peut pas défaire comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a des insatisfactions ou pour des intérêts, il y a des choses qui ne conviennent pas. Ça ne se passe pas comme ça. Et la géopolitique ne se gère pas comme ça. Donc, dans les relations internationales, on n'a pas d'amis, on n'a pas d'ennemis, on a juste des partenaires. Et ça arrive de s'entendre avec des partenaires, ça arrive de ne pas s'entendre avec des partenaires. Maintenant, il faut faire preuve de bonne intelligence et rétablir la situation. Ok. Voilà, tout simplement. Et au niveau de la France, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que la France a fauté, à ton avis? Je dirais encore, la France n'a pas fauté, le Mali n'a pas fauté. Il y a des désaccords et il faut qu'ils se mettent d'accord, tout simplement. Ok. Général, oui. Alors, la situation c'est comment? Si on doit te demander, toi, ta lecture, les torchons brûlent-ils toujours? La cassure est-elle consommée? C'est quoi ta lecture, ton analyse? Bon, déjà, je précise que les relations entre deux États, ce n'est pas les relations entre deux personnes. Donc, on n'est pas forcément dans le sentiment. La relation franco-malienne, je la vois comme une relation entre un père et un fils. Il faut le dire, on a été colonisé. Ça a duré très longtemps. Le père qui... Avant la colonisation, la traite? Oui, exactement. Le père qui brime l'enfant ne le voit pas forcément grandir. Arrivé à un certain âge, l'enfant n'accepte plus les brimades. Tout à fait. Donc il cherche aussi à imposer son respect vis-à-vis de son père. Et il demande à ce que son père le traite en tant que homme. La crise d'adolescence. Voilà, comme... la majorité va venir bientôt. Le traite comme un homme. Et moi, je vois cette relation aujourd'hui dans ça. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a un rééquilibrage des relations. La France n'a pas toujours eu un bon comportement avec nos États. Tout le monde le sait. Les Français même l'admettent plus ou moins. Quand on discute en off avec des responsables politiques français, ils admettent que les relations n'ont pas forcément toujours été équilibrées. Aujourd'hui, la France fait face au fait que il y a des nouveaux dirigeants africains, pas forcément que maliens, qui ont fait des écoles françaises à travers le monde, des grandes écoles, et qui ont une vision africaine de ce que doit être leur pays. Et aujourd'hui, il faut que la France aussi entende ça. Il faut que la France entende ça et l'accepte. Ça ne veut pas forcément dire que les autorités ont fait des choix judicieux ou bons. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais non plus. Ça veut juste dire qu'ils ont fait des choix qui sont propres à eux pour leur pays. Et ça, il faut que la France l'accepte et qu'on sorte un peu de ce débat colonialiste qui a trop duré. Alors, Ibrahima Keïta, c'est aussi, à ton avis, c'est toujours l'esprit colonialiste qui persiste? Mais complètement. J'abonde parfaitement dans le sens de ce que venait de dire Samba. Avec l'histoire, la colonisation, donc avec toujours ce complexe de supériorité, avec du fait qu'auparavant, nos arrière-grands-parents, qui pourtant ont contribué au développement de ce pays-là, marchaient... Ce pays-là, la France. La France, on parle de la France, bien entendu, sans la citer, marchaient au fouet
et bien entendu étaient extrêmement exploités. Mais maintenant, les mentalités ont évolué. Et la faute que, aujourd'hui, ce qu'on reproche, ce que l'État français, parce que c'est entre États, ce que l'État français reproche à l'État malien, c'est effectivement que de réclamer désormais le respect scrupuleux de sa souveraineté et le respect, effectivement, du choix de ses partenaires. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le Mali entretenait des rapports privilégiés avec la France, qui, il faut le dire, partenaire stratégique. Partenaire stratégique. Précaré. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que maintenant, les temps ont changé, les mentalités ont évolué avec la démocratisation des réseaux sociaux où tout le monde peut avoir accès à l'information. Mais Kadi aussi l'a dit, le monde, c'est l'équilibre des forces. J'allais venir. Okay. J'allais venir dans mon propos. Il faut aussi savoir que le continent africain, et aussi au Mali, c'est quand même de mémoire, quand même plus de 60% de la population malienne a moins de 25 ans. C'est une population très jeune qui est aujourd'hui informée, éveillée, connectée et décomplexée. À moins de 50 ans plutôt, oui. C'est pratiquement 80%. C'est vrai. Écoute, 80%. Moins de 50 ans. 80%. Moins de 25 est complètement aujourd'hui décomplexée, une jeunesse qui veut s'affranchir, s'émanciper, s'affirmer. Absolument. C'est ça aujourd'hui. Là, ils sont face à une jeunesse... Et qui n'a pas connu la colonisation. Et qui dépasse même l'autorité aujourd'hui. C'est pour ça que les dirigeants sont de plus en plus sont maintenant contestés si ils n'écoutent pas la voix du peuple et de cette jeunesse-là. Donc la jeunesse, les autorités de nos pays peut-être n'ont même pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils essaient d'incarner la volonté populaire et cette volonté juvénile. Exactement. Ils n'ont pas le choix. Donc par rapport à ce qui était dit, les relations... Aujourd'hui, il faut que la France fasse quand même très attention. Ce ne sera plus comme avant. On veut des relations... L'État malien veut des relations équilibrées, des relations win-win. Parce que le risque est que du fait que le Mali ne ferme pas la perte à l'État français, mais ce ne sera plus comme avant. D'une part, ils ne veulent plus que les forces militaires françaises soient des forces d'occupation au Mali. Ça, c'est clair, c'est net. Et de deux, pour le reste, ils sont ouverts sur le plan commercial. Il y a vraiment un partenariat réel, gagnant-gagnant. La question peut-être me sera posée, mais la France n'est pas indispensable par rapport à ce que le Mali... On va arriver à ça. Voilà. Mais pour terminer, c'est des relations win-win, gagnant-gagnant. Sinon, ce qui risque de se passer, et le fait que maintenant, les dirigeants actuels se sont maintenant... je dirais, affranchis de la tutelle française et qu'ils ont décidé maintenant de travailler avec Paul, Pierre ou Jacques, c'est-à-dire sans les citer, que ce soit la Russie, que ce soit la Turquie et encore la Chine, il se trouve que la France a gros à perdre là-dedans. Et si la France n'y prend pas garde, je pense que les rapports de force risquent même d'être inversés. Ce serait même plus du win-win. Ce sera en tout cas du gagnant-perdant inversé, de façon inversée, ça pourrait arriver. Oui, donc ça c'est un risque, ça. Ça pourrait arriver, mais... écoute. Si c'est déjà le cas, en tout cas, il y a aussi une voix peut-être plus féminine, mais une voix populaire, sédentaire, qui s'élève aussi, qui dit « on a peur », parce que la France n'oublie pas. Mais moi, je vais te demander quelque chose par rapport à ce que Samba a dit, parce que tu es aussi un ancien élu. On suppose que toi, tu as plus d'expérience politique que nous autres autour de la table. Moi, ma question, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire, pourquoi le Sénégal, pourquoi la Mauritanie, pourquoi le Niger, pourquoi l'Algérie, pratiquement les 7 pays qui nous entourent, tous tirent un peu plus leur épingle du jeu dans les relations avec la France. Et pourtant, ces pays-là aussi aspirent à la souveraineté. Ces pays-là aussi aspirent à... Est-ce que c'est quelque chose de culturel chez nous où le Malien, c'est difficile de laisser aussi sa fierté brimer pendant longtemps? Mais moi, je veux... Quelle est votre lecture par rapport à ça? Pourquoi les autres s'en tirent mieux avec la France? Il faut savoir une chose, ça a été dit tout à l'heure, le régime actuel est extrêmement populaire. Parce qu'il considère que Assimi Goïta et les colonels avec lesquels il dirige ce pays
leur ont redonné une fierté qu'ils avaient perdue. Oui. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire, in fine, qu'on a toujours été dans un complexe d'infériorité vis-à-vis de la France. C'est ça aussi la réalité. Exactement. C'est ça. On s'est toujours senti inférieur. La France, c'est l'Eldorado à la France. Quand on parle de la France, on est toujours des nostalgiques. On est toujours des amoureux de la France. Et Malgré. En dépit de tout ce qu'on a vécu depuis la traite négrière à la colonisation. Aujourd'hui, De Gaulle l'a dit, tout le monde le paraphrase par rapport à ça. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et moi, je rajouterais, ce qui est vrai, effectivement, ce sont les intérêts qui gouvernent ce monde. C'est faire en sorte... Même les relations interpersonnelles. Donc, pour répondre par rapport à des questions définitivement, c'est juste un problème de leadership politique. Exactement. Nous avions maintenant les leaders qui ont décidé de s'assumer. Un problème de leadership politique. Parce qu'en fait, pour préciser ce que dit Ibrahima, les autres pays qui ont pourtant une histoire avec la France aussi, comme nous, qui sont aussi décolonisés, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, prouvent que ce n'est pas que la relation avec la France qui fait que nous sommes en retard. Il y a un problème de leadership, de vision et de volonté. Donc, on peut combattre la France, on peut chasser la France du Mali. Si on n'a ni la vision, ni le travail, ni la volonté, ça ne changera rien à notre situation. Ça ne changera rien du tout à notre situation. Donc, effectivement, il faut demander le respect à la France. Je sais que les autorités maliennes ne sont pas fermées à la France. Ils ne sont pas fermés à la France. C'est vrai qu'il y a des gens qui portent des discours un peu populistes, donnant l'impression qu'on est en guerre ouverte avec la France et on a deux doigts d'aller bombarder les avions français, ce qui est totalement faux. Mais je sais que les autorités ne sont pas fermées aux discussions avec la France. Ce qu'ils demandent, c'est le respect. Et aujourd'hui, quand on écoute les échanges, notamment qu'il y a eu avec le ministre des Affaires étrangères malien et des responsables français aux Nations Unies, on comprend que les Français ne sont toujours pas dans cette démarche de comprendre ce que veulent les Maliens. Ça donne l'impression que pour les au Sénégal aussi. Pour les autorités françaises, les Maliens sont des enfants qui ne savent pas ce qu'ils font. Les Russes les manipulent, donc ils ont du mal à laisser les Maliens faire ce qu'ils veulent parce que pour eux, les Maliens sont des enfants qui ne savent pas ce qu'ils font. On les laisse entre les mains des Russes. Pour ça, ce n'est pas que la France, même c'est l'esprit aussi des États-Unis. On a vu le communiqué de la sous-secrétaire des Affaires étrangères. Mais il faut comprendre aussi qu'on ne devient pas indépendant facilement. Donc, c'est une lutte de longue haleine. Donc, ça, il faut comprendre aussi que ceux qui ont l'habitude de nous manipuler et de nous mener à la baguette ne soient pas convaincus du fait qu'on soit capable de s'assumer. Donc, c'est à nous de rester déterminés. Mais il faut conjuguer le fait de combattre l'impérialisme au travail et à la vision. Effectivement, à nos auditeurs et auditrices, parce que M. Keita vient de le dire tout à l'heure, qu'on avait évoqué certains sujets dans notre première partie. Cette émission Mousso ni Politique, c'est la deuxième partie de 2 émissions qu'on vient de tenir la semaine passée. Donc, nous vous invitons à travers nos différents canaux, les réseaux sociaux, Joliba TV News, Joliba FM ou la page Facebook de Moussoya, MU, un seul S, O-Y-A. Vous pourriez retrouver l'ensemble de nos émissions. Nous sommes sur Mousso ni Politique, une émission spéciale que nous tenons sur Paris dans le cadre de la tournée Moussoya Diaspora. Nous sommes avec le général Samba Gassama, qui est un leader politique, un analyste, et M. Ibrahima Keita, président Afrique Fraternité, ancien élu, et Mme Khadija Koulibaly, entrepreneur, consultante internationale en stratégie. Kadi, on vient d'écouter Gassama, Keita, par rapport à leur lecture de la situation, et à les entendre, beaucoup serait dû à cet esprit colonial. J'ai toujours fait comme ça, je ne veux pas changer facilement, je continue à faire comme ça, pendant que les relations, l'analogie père-fils, l'enfant a grandi à l'insu du papa. Donc a des difficultés maintenant à vite comprendre que son enfant n'est plus le petit qu'il a laissé dans le berceau. Quelle est ta lecture à toi? Non, je rejoins Gassama. Sa lecture est très pertinente. Et puis, en fait, ce qui se passe face au comportement de la France, c'est que ça a été un changement un peu radical, brutal et inattendu. Donc, du coup, pour eux, tout était acquis. Et là, brutalement, de se défaire comme ça. Like a wake-up call, comme les Américains le disent. C'est ce côté-là qui a un peu
semer un peu le choc. Mais après, comme on dit, entre père et fils, il y a toujours possibilité de... Mais est-ce que c'est réellement entre père et fils? Nous, on est des Maliens autochtones. On ne connaît pas beaucoup, comme il l'a dit si bien. Et vraiment, je vais t'emprunter ça. On peut être binational sans être biculturel. Merci infiniment. Parce que beaucoup, comme on pense, des fois, peut-être à tort, on dit, ah, c'est des franco-maliens, c'est plus des blancs que des noirs. Et nous aussi, peut-être, on est plus des noirs que des blancs, on ne comprend pas. Mais on entend beaucoup, Touabou Tenina. Le blanc n'oublie pas. Le blanc n'oublie pas. Et vous n'avez qu'à continuer. La revanche sera... Mais c'est comment ça? C'est comme ça que vous voyez. Sur cette partie-là. Ah, parce que ça nous fait peur. Hein? En fait, ce qui est clair, c'est que la France a une des diplomaties les plus puissantes du monde. Et tous nos pays voisins sont des alliés de la France. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Quand on combat la France, on combat ses alliés. C'est-à-dire que alors notre position, là, elle est un peu critique, hein? Bon, la position est délicate. Il faut être courageux. On a vu que les Cubains ont combattu les États-Unis. Pourtant, ils sont à la porte des États-Unis. Ils en souffrent depuis des décennies. Le Vietnam a combattu et pourtant a gagné. Mais ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. C'est-à-dire qu'on fait des choix, on en assume les conséquences qui vont avec. Mais est-ce qu'on a le peuple et la maturité populaire et citoyenne? C'est ça la question. C'est pourquoi je le dis. Alpha Blondy a dit. Hein, c'est pourquoi je le dis à chaque fois. C'est pour ça que je dis à chaque fois que la communication et la pédagogie dans ces conditions est très importante. Il ne faut pas laisser croire au peuple ce qui est impossible. Que ce qui n'est pas acquis encore. Ce qui n'est pas acquis, ce qui est impossible. Il faut aussi expliquer au peuple les conséquences du combat qu'on mène. C'est-à-dire que les gens, je vois beaucoup de gens qui commencent à crier, qui étaient des soutiens de la transition, qui commencent à crier parce que le prix de l'huile a augmenté, le prix du carburant a augmenté, et il y a ça qui coûte plus cher, il y a des coupures d'électricité. Mais l'autonomie, l'indépendance, tout le monde le sait, nous avons tous quitté le foyer familial un jour. On sait très bien qu'on vit moins bien seul que quand on est chez papa et maman. Mais le goût de la liberté est bon. Exactement. La liberté, la liberté, c'est bon, mais ça a un prix. Il faut que les gens acceptent de payer ce prix-là. Mais les gens accepteront de payer ce prix-là que si on leur explique que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat de longue haleine qui va demander beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. Pour le côté franco-malien, Mali, la France, moi j'ai fait 3 ans à Bamako quand j'étais enfant. Les Français ne sont pas moins racistes que les Maliens. Moi j'étais 3 ans à l'école, on m'appelait le français. On m'appelait le français à l'école. On t'a fatigué. Voilà. Je peux connaître ça. On m'a fatigué, on m'a beaucoup fatigué avec ça. Et je dirais même que j'en ai été victime. Et beaucoup de bullying. J'ai été plus victime de ça à Bamako que victime de mon origine malienne à Paris. Ça, c'est sûr. Je dois le dire. Donc, je peux pas être ingrat et faire croire que les Français sont plus racistes que les Maliens. C'est totalement faux. Aussi. Voilà. Tout à fait. Alors, Kadi, oui. Pour toi, quelle peut être maintenant la stratégie à adopter, cette diplomatie française qui est si puissante, et ce Mali avec les autorités maliennes qui ne communiquent pas, si jamais il y a lâchement du côté des populations maliennes, ça risque d'être grillé des deux côtés pour nous et ça ne serait pas bon. Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller? Déjà, il faut dialoguer. Dialoguer avec qui? Alors, les diplomaties, il faut qu'elles dialoguent entre elles. Aujourd'hui, est-ce que le Mali, ça c'est possible? On peut se lever? Dans nos éléments de langage, il faut qu'on soit dans la promotion du dialogue entre les diplomaties. Okay. Ça, c'est le premier point. Ça a commencé un peu, non? Vous n'avez pas l'impression? Le dialogue n'a jamais cessé. Ça n'a jamais cessé. Et puis aussi, pour ça que je dis que quand son Excellence Diop était à Dakar la dernière fois, je pense qu'il a un peu ouvert encore, non? Oui, la brèche pour dire que c'est vraiment... Ils sont ouverts. Les dialogues n'ont jamais cessé. C'est pour ça que je dis que les relations entre États, ce n'est pas les relations entre il y a toujours un canal de discussion. Okay. Bon, l'ambassade de France est toujours au Mali. Oui, il y a toujours un canal il n'y a pas d'ambassadeur, exactement. Mais les chargés d'affaires et le reste du personnel donc est là-bas. le canal est toujours existant. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de guerre ouverte. L'ambassade du Mali aussi. Il n'y a pas de guerre ouverte entre le Mali et la France. C'est-à-dire que le Mali demande quelque chose, le respect. Pour l'instant, les Français n'ont toujours pas compris pourquoi et comment apporter ce respect. Maintenant, je pense qu'arrivant à un moment donné où on va s'asseoir, il faudra s'asseoir clairement, ouvertement pour discuter. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans cette optique-là. Moi, j'ai peur d'une chose, c'est les conséquences.
Parce que c'est bien beau aussi de prendre une position. On est d'accord? Bon, maintenant, les conséquences de cette position, parce que, comme vous avez si bien dit tout à l'heure, les populations commencent un peu à comprendre un peu. Il a expliqué ça, et ça fait mal, parce que surtout nous, on est des femmes. C'est vrai qu'on a l'habitude un peu de la douleur, parce qu'on accouche dans la douleur. Oui. Mais ce qu'il dit, il va avoir un prix lourd à payer, et il doit avoir une pédagogie pour expliquer cela. Et nos petits inconforts et nos petits sacrifices personnels peut-être, il faudrait que nous soyons d'accord. Et quand je dis ça, je me dis, le Rwanda a payé le plus cher. On ne va peut-être pas dire que c'est la même chose, mais ils ont payé le prix le plus cher. Et aujourd'hui, en tant qu'Africains et Africaines, je pense que beaucoup d'entre nous prennent l'exemple du Rwanda et se disent, voici, ils ont eu des relations tendues avec la France, mais après, c'est aujourd'hui, la francophonie est représentée par une Rwandaise. Même s'ils avaient décidé de prendre une autre langue, en l'occurrence l'anglais, comme la langue officielle du pays. Il y a eu des moments très, très tendus. Ils se sont entrepellés en justice, tout ça, mais quand même, après la France, quand elle a eu le choix, elle a choisi de mettre une sœur rwandaise pour représenter la francophonie. Donc peut-être... Mais il faut préciser quand même concernant le Rwanda, parce qu'on passe notre temps à comparer le Mali au Rwanda. Le Rwanda, c'est un très très petit pays, avec très peu d'habitants. Et non que 2 ethnies. Et nous, on a plus de... Voilà, donc ils ont effectivement connu une guerre civile. Mais ils n'ont pas connu le terrorisme. Le terrorisme, les pays qui ont connu le terrorisme, c'est 10 ans, 20 ans de guerre. Voilà, on ne négocie pas avec un terroriste comme on négocie entre 2 frères d'ethnies différentes. C'est pas pareil. Voilà, et donc nous, aujourd'hui, quoi que l'on dise, même si les gens n'aiment pas qu'on dise ça, cette histoire terroriste a créé un problème ethnique dans certaines régions du Mali. Tout à fait. Donc nous, on continue d'ailleurs. Voilà, on se retrouve avec plusieurs problèmes. La guerre contre le terrorisme, la mauvaise gouvernance, la rébellion, les guerres fratricides entre deux ethnies, et les problèmes économiques. Oui. Et on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Donc quand on a des partenaires qui viennent... Sur un pays de plus de 1 241 000 km². Donc c'est difficile de comparer le Mali au Rwanda avec toutes les bonnes volontés du monde. Ça c'est très vrai, ça c'est très juste. Alors Ibrahima. Je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant. Et je suis intervenu là-dessus hier quand je disais que effectivement, les investisseurs ne sont pas tout à fait, ils sont pour l'instant jusqu'à présent frileux pour revenir au Mali, compte tenu du climat d'insécurité au Mali. Donc l'environnement n'est pas réellement propice dans le cadre notamment au niveau de l'entrepreneuriat. Autant c'est une bonne idée, mais aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour réussir dans ce domaine-là, et j'ai donné les raisons hier. Mais il faut savoir une chose, quand on fait des choix, on les assume et on les prend à bras le corps. On ne peut pas, c'est juste une métaphore, vouloir aller au paradis et ne pas vouloir mourir. Donc, à un moment donné, soit on a le sens du sacrifice, parce que, effectivement, ça a été dit, la liberté a un coût, pour se faire respecter, et à ce moment-là, avoir des relations équilibrées et respectueuses entre États. Et chacun, de ce point de vue, après, défendra ses intérêts et ne seront plus des relations déséquilibrées. Ou alors, on accepte de rester tel qu'on était, on n'aura pas avancé, mais je crains que cela ne soit plus possible. Moi, je ne parlerai pas de rupture entre la France et le Mali. La CEFOM, ce sont ces élus-là aussi qui ont un rôle à jouer. La coalition des élus je dis, de ce point de vue-là, d'origine malienne. Il faut, d'une part, interpeller l'opinion nationale française. Beaucoup de Français ne sont pas réellement au courant de ce qui se passe réellement au Mali. Donc, un travail actif. On a des médias qui sont là, effectivement, les médias qui sont là, qui disent ce qu'ils doivent dire parce que c'est l'oligarchie française qui leur fait dire ce qu'il faut dire. Regardez, aujourd'hui, sans le citer, Vincent Bolloré, qui était très présent en Afrique au niveau du transport et de la logistique vers les pays côtiers et dans les zones aéroportuaires, il commence à se retirer de tout ça, et il se repositionne où? Les médias. Dans les médias, tout à fait. CNews, Canal+, et autres. Et ceux qui disent après, qui était le parrain de Zemmour? C'était Bolloré. C'était Bolloré. Donc, c'est juste pour dire que moi, je ne parlerai pas de rupture, et ça n'est pas envisageable, compte tenu des liens historiques existants entre la France et le Mali. Nous sommes français, nos enfants sont français. Beaucoup d'entre eux sont appelés à participer à la vie de la nation française. Il faut dire les choses. Même si peut-être certains d'entre nous auront la volonté, peut-être un jour, de rentrer
dans notre pays d'origine parce qu'on veut y apporter aussi quelque chose. Même en rentrant, vous n'avez pas dit que vous allez couper les ponts. Ben voilà, donc ça n'est pas possible. Effectivement, on est dans une situation qui est extrêmement tendue aujourd'hui, mais je garde espoir parce qu'il y a Albert Einstein qui disait « à tout problème, quel qu'il soit, il y a une solution. S'il n'y en a pas, c'est que juste le problème est mal posé. Okay. Donc, voilà alors, c'est pour cela que nous essayons de bien poser le problème avec Moussoya Kamousoni Politique aujourd'hui sur Paris. Vous êtes en train de suivre notre émission sur la 105.0 si vous êtes à Bamako et sur Joliba TV News si vous nous suivez sur Malivision au canal ou sur les différents réseaux sociaux, la page de Moussoya, M-U-S-O-Y-A. Vous pouvez laisser vos commentaires sur nos différentes plateformes ou nous joindre par SMS plus 223 70 30 60 30. Plus 223 70 30 60 30. Nous sommes avec Général Samba Gassama, leader d'opinion, analyste politique, franco-malien. Monsieur Ibrahima Keïta, président Afrique Fraternité, franco-malien, ancien élu de France. Et Madame Kadidja Koulibaly, Kadikara pour les intimes, entrepreneur, femme d'affaires et consultante en stratégie avec son cabinet Unhook, aussi franco-malienne. Et nous parlons des relations, tantôt qu'on dit tendues, mais aujourd'hui je suis un peu réassurée en vous entendre, parce que, et comme on le dit, Darada Djengena, mais bon, donc c'est peut-être un peu incliné, mais rien n'a été versé encore et on espère que rien ne sera versé. Mais est-ce que je me trompe si je vous dis que vous êtes en train de me rassurer que la position de nos autorités est la bonne? Est-ce que c'est ce que j'entends? Oui, alors juste, si je me permets de prendre la parole. Vous la cautionnez, cette position? Alors, juste avant ça, on peut continuer? Juste avant, je voulais simplement dire que Ibrahim, allez-y. Les élus, le rôle qu'ils doivent jouer, c'est pour édifier l'opinion nationale, doivent jouer de leur réseau parce que nous avons très peu, déjà, non pas de, malheureusement, beaucoup de lobbying, de franco-maliens députés, parce que moi je parle des députés, oui, ce sont les élus nationaux, oui, tous les autres sont des élus locaux, oui. Et je pense qu'ils doivent passer par ces personnes-là pour intervenir souvent, très souvent, à l'Assemblée nationale pour édifier l'opinion nationale française sur la situation au Mali. Je pense que c'est eux qui doivent jouer c'est ce rôle que doivent jouer en tout cas, nos élus franco-maliens. Permets-moi de faire un hommage ici à Mamariko. On ne sait pas là où il est, mais je pense que c'était l'un des précurseurs pour vraiment toujours faire ce lobbying et ce plaidoyer. Et je me rappelle ces relations assez fraternelles et amicales avec Mélenchon. Absolument. Donc peut-être c'est aussi des leçons à apprendre de ce côté-là pour un peu réchauffer et tendre la main pour avoir des alliances. Pour répondre à la question, oui, effectivement, Oumar Mariko a été précurseur dans cette histoire de lutte pour la dignité. Est-ce que les autorités maliennes ont raison? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Je préfère répondre à est-ce qu'ils ont raison. Okay. Parce que la bonne voie, là, aujourd'hui, il m'est impossible de dire s'ils sont sur la bonne voie. Okay. Ce qui est sûr, c'est que le combat pour la dignité, il est toujours noble. On ramène ça à l'échelle de l'homme, de l'être humain. Tout le monde se bat pour être respecté. Tout le monde. Que ce soit au travail, dans ta famille, dans les amis, en amour, tout le monde se bat pour le respect. Donc le combat pour le respect est noble, est forcément noble. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vouloir rester digne, qu'on respecte sa dignité ne suffit pas. Il faut aussi se donner les moyens de rester digne. Les moyens de rester digne, c'est quoi? C'est la vision, c'est le travail, c'est le sérieux. Donc voilà. Il n'y a qu'en ayant ces trois choses-là, en plus du combat pour la dignité, qu'on pourra être sur la bonne voie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est difficile de parler de bonne voie. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'action à ton avis? Je ne dirais pas ça. Je dirais que nous sommes dans une situation très très difficile qui ne facilite pas les actions. Il n'y a pas d'argent. Il y a une guerre dont on ignore l'issue. On ne sait pas dans combien d'années encore on va passer. Et même les causes. On a vu ce que les Américains ont fait en Afghanistan. Ils ont fait 20 ans là-bas. Ils ont fini par fuir. Donc on ne sait pas. En Libye, c'est pas nous, ça fait à peine 10 ans qu'on est dedans. Au Soudan, c'est pas résolu. Exactement. En Somalie, c'est pas résolu. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est difficile de vouloir comparer la situation du Mali à la Côte d'Ivoire à côté, au Sénégal à côté. L'évolution ne sera pas le même parce que nous, on est dans une guerre sans fin pour l'instant. Mais ce qui est clair, c'est que le combat pour la dignité est noble.
Ça, personne ne peut le refuser. Maintenant, il faut aussi le travail, il faut aussi le sérieux, il faut aussi la vision. OK. Et comment on va au travail avec sans argent, insécurité grandissante? Comment on va au travail? Le leadership. Comment on commence à le leadership. Nous avons connu, il y a 20-30 ans, les Chinois, quand ils ont commencé à cirer la vis, les Chinois dormaient dans les usines, ils dormaient dans les chantiers. Ça n'a pas été facile. Ici en France, il y a eu des reportages à l'époque sur la Chine où on nous montrait des Chinois qui dormaient dans les usines, qui dormaient dans les chantiers. Nous, en tant que Français, on était étonnés. Comment on peut aimer son travail au point de dormir dans les usines? Mais c'est une volonté, c'était une volonté politique qui a fait ça. C'est une volonté politique qui a fait qu'aujourd'hui, la Chine concourt face aux États-Unis, économiquement. Justement, est-ce qu'avec cette jeunesse que vous évoquiez tantôt, cette force juvénile, hein, et des fois même non au parfum des enjeux, je ne veux pas dire inclus, ça serait peut-être grossier, mais c'est difficile parce que si aujourd'hui on veut avoir un petit pouvoir dictatorial pour mettre les choses sur les rails, un peu de rigueur, est-ce qu'avec la masse juvénile, énergétique qu'on a, c'est tenable? Il y a des pays plus grands que le Mali qui font face à la dictature et pour lequel, le Cameroun, ça fait 40 ans qu'il y a un monsieur qui est là-bas à la tête du pays. Il ne dirige même pas le pays depuis le pays, il est à Genève et pourtant il tient le pays. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être dictateur, il faut avoir une vision. Si vous êtes, le Rwanda, on parle du Rwanda, mais les gens n'aiment pas quand on dit ça, mais Kagame est un dictateur. Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui fait emprisonner, voire éliminer des gens. Il a une vision pour son exactement, pays. Mais il a une vision pour son pays. C'est ça qui fait que, c'est ça qui fait que les gens le soutiennent quand même. Oui. Poutine, on peut ne pas l'aimer. On peut ne pas l'aimer. Mais il a une vision. Il a une vision. On peut ne pas être d'accord avec sa vision. Hein. À attaquer des pays voisins, etc. On peut ne pas être d'accord. Hein. Mais c'est un dictateur. Clairement. C'est quelqu'un qui aussi fait éliminer ses opposants. Oui, mais à son avis, pour la grandeur de son pays. Mais il a une vision pour sa nation. Bon, nous, on a eu un dictateur, Moussa Traoré, père à son âme, mais qui était sans vision. C'est la raison pour laquelle les gens sont levés, l'ont chassé. Ah, oui. moi, je ne dirais pas ça. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne dirais pas ça. Il a gouverné pendant 23 ans. 23 ans, ce n'est pas rien. Bon, on ne va pas revenir, père à l'âme d'Ibeka, mais tu te rappelles, quand Ibeka l'a traité de très grands démocrates, de républicains. De républicains. Pas de démocrates, de républicains. Non, de républicains. Parce que aussi, avec le recul, il y a beaucoup de choses. C'était politique. C'était politique. Bon, de toutes les façons, eux, ils ont fait leur temps. Ils ont fait leur temps. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire? Nous, ce que nous, on veut aujourd'hui, nous, on pense que... Avec la transition, on a la vision? Non, bon, moi, je ne parle plus de transition parce qu'on parle déjà des élections. C'est-à-dire que quand... Parler d'aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Parlons de demain, d'après-demain. Dans 20 ans, dans 50 ans. Voilà, exactement. Nous avons connu la démocratie. C'est la démocratie que nous voulons. Donc, on veut aller aux élections. Et on ira aux élections. Maintenant, ce qu'il faut, parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu as eu à parler de l'éducation des jeunes du pays. Est-ce qu'ils sont capables de comprendre ça? On a pris un retard énorme dans l'éducation académique. Donc, c'est difficile de parler de démocratie à quelqu'un qui ne comprend pas le français, qui ne connaît pas les enjeux, qui ne sait pas... Tu peux l'expliquer dans sa langue? Qui ne sait pas c'est quoi le rôle du maire. Oui, mais ce rôle n'a pas été fait. Bon, il est en train d'être fait timidement. Oui, mais pourquoi ça n'a pas été fait ces 30 dernières années? Parce que ça n'arrangeait pas les dirigeants politiques. Ils perçoivent de l'argent pour ça. Il vaut mieux avoir des enfants, des gens, des femmes, des hommes à qui on donne 2000 francs pour voter que devoir présenter un projet et qui vont venir te demander des comptes à mi-mandat. Oui. Donc, ils ont maintenu les gens dans l'ignorance. Mais les gens disent oui, les conséquences de l'ignorance, là, la démocratie n'est pas faite pour nous. C'est faux. On n'a pas connu la démocratie encore au Mali. C'est pas la démocratie qu'on a connue. Donc, on ne peut pas dire que la démocratie n'est pas faite pour nous. On n'a pas connu la démocratie. Essayons la vraie démocratie et jugeons si c'est bon. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a essayé la dictature, ça n'a pas marché. Voilà, on a essayé l'anarchie pendant 30 ans avec les démocrates de 92. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, essayons la démocratie et la justice. Avec une bonne participation citoyenne. Exactement, une bonne gouvernance. Oui. Une démocratie, mais qui s'adapte aux réalités de chez nous. Et c'est quoi ces réalités? Parce que j'entends souvent ça. On a des réalités différentes. Une réalité déjà culturelle. Culturellement, on ne peut pas, de mon point de vue, je dirais, autant on peut s'en inspirer, autant on ne peut pas faire un copier-coller de la démocratie d'ici pour l'appliquer chez nous, de mon point de vue. Oui, mais... Mais il faut l'adapter à nos réalités culturelles,
à nos réalités, par rapport à l'évolution des mentalités chez nous, de cette jeunesse à laquelle vous faites allusion, cette jeunesse-là aspire aussi à participer au débat. Mais pour participer au débat, ça a été dit, il y a déjà des bases. C'est acquérir des connaissances. C'est le savoir qui vous donnera le pouvoir. C'est le savoir qui nous donnera le pouvoir. Mais pour cela, il faut acquérir les connaissances de base. Sachant qu'il y a une éducation à avoir déjà à la maison, une instruction à l'école, et la citoyenneté, l'engagement. Oui. Donc cette jeunesse-là n'est pas encore prête parce qu'elle n'a pas été formée, pas de leur faute. C'est la faute des dirigeants qui ont souhaité peut-être que la grande partie de la population reste dans l'obscurantisme. Oui. Je pense que c'est voulu. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour en faire l'utiliser juste à des fins politiques comme bêta électorale. Exactement. Oui, mais je veux quand même un peu recadrer parce que c'est quand même Moussoya. Donc, votre émission citoyenne, Anga Mousso Famiasa, mieux comprendre la femme. Et quand on nous dit, ou quand on me dit, ou quand j'entends, revenons à nos valeurs culturelles, des fois, je frissonne un peu. Parce que je dis, quelles valeurs culturelles? Parce que beaucoup pensent que certaines choses sont nos valeurs culturelles, mais quand on creuse, je suis d'accord. On voit que notre culture n'est pas celle qu'on prétend avoir récemment. Exactement. Parce que si on creuse, est-ce que ce serait culturel chez nous de dire qu'il y a des citoyens de première classe et des citoyens de deuxième classe? Parce que malheureusement, on nous dit qu'il faut une démocratie, mais toujours, il faudrait qu'on continue avec l'esclavage par ascendance. Il faut une démocratie, mais il faudrait qu'on continue avec les femmes qui seront mises à côté. Il faut une démocratie, mais on n'a pas question de droit des enfants ici. Les enfants attendaient, les jeunes attendaient. Jusqu'à 50 ans, ils continuent à attendre. Oui. Et aujourd'hui, donc, oui, culturel, mais invitons cette jeunesse et cette population à creuser aussi sa culture. Parce que ne prenons pas pour content ce qu'on nous miroite pour dire que c'est notre culture, parce qu'elle n'est pas notre culture. Et comme Gassama l'a dit, fondamentalement, notre culture, elle est démocratique. Depuis l'Égypte ancienne, depuis la charte de Kourkanfou. J'allais en parler, j'allais le dire. Quand on creuse, et moi je viens d'un village, aujourd'hui, la chef de village, de mon village, Youpé Hamadi, dans le Sénégal, elle est femme. Gagne ici. Elle vit encore. Donc quand on me dit une femme n'a pas accès, je dis bon, ça c'est pas ma culture à moi. Moi je suis Peul, Soninké. En fait, adapter une démocratie adaptée à notre culture, c'est même pas que c'est pas une démocratie. C'est qu'en vérité, c'est pas parce que la démocratie n'est pas adaptée à notre culture que ça va pas marcher. Dans notre culture, nous on n'a même pas eu de démocratie. Le chef de village ne vole pas l'argent du village. Jamais de la vie. Nous avons fait ça pendant 30 ans sans jugement. Dans notre village, la propriété publique est sacrée. Dans notre village, un responsable ne ment pas. Un responsable ne vole pas. Amen, ça c'est très vrai. Dans nos villages, on respecte la femme. On laisse tout. Dans nos villages, les jugements sont faits. Le droit est donné. C'est-à-dire qu'on dit la vérité quand il y a un conflit entre deux personnes. Il n'y a pas une personne qui va payer le chef du village pour avoir raison. Mais tout ça, on l'a abandonné. Donc, il y a effectivement des réalités qu'on a abandonnées, qui nous ont tirés vers le fond. Mais ce n'est pas la démocratie qui nous a tirés vers le fond. La démocratie, c'est la justice. C'est la bonne gouvernance. Nous n'avons appliqué rien de tout ça. Donc, nous n'avons appliqué rien de tout ça. On s'arrête, on dit, ah, démocratie, ce n'est pas pour nous. Mais nous n'avons pas appliqué la démocratie. Nous n'avons pas appliqué. Nous avons appliqué l'anarchie. Et elle a été animée par vraiment une infime minorité. Or, la démocratie, par exemple, ce sont les mêmes familles qui gèrent le pays depuis 30 ans. C'est le pouvoir de la masse populaire. Ce sont les mêmes familles qui gèrent le pays depuis 30 ans. Je pense Il y a un lien entre eux tous. On peut parler pendant des heures sur ce sujet qui passionne. Exactement. Mais je crois que l'heure nous guette. Mais moi, je dirais que la démocratie repose sur un substrat. Ce substrat, c'est quoi? C'est des valeurs que l'on a perdues. Oui. Des valeurs que l'on avait d'antan. Des valeurs positives. Perdues. Qui nous ont été inculquées, et notamment par le père de l'indépendance. Il faut le citer quand même, Modibo Keïta. Si aujourd'hui, la grande majorité des Maliens le réclament, aujourd'hui, ça n'est pas pour rien. Des jeunes qui ne l'ont même pas connu, parce qu'ils l'ont lu, ils ont cherché à connaître le parcours de vie de Modibo Keïta. Donc je pense que de ce point de vue-là, paix à son âme, donc je pense que de ce point de vue-là, il faut effectivement revoir. Et là où j'interroge, et le débat reste peut-être ouvert, est-ce qu'il
est-ce que peut-être qu'il faudrait, peut-être pour rebâtir une démocratie, je dirais, qui soit en phase avec nos réalités de chez nous, est-ce qu'il faudrait-il peut-être pas à nouveau s'inspirer de la charte du Mandé? C'est une question que je pose. Je sais pas, Ok, on peut culturellement, mais on est pluriel. Donc certaines personnes on bien s'inspirer, je sais ne pas. voient pas Je du sais pas. tout. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec le grand frère. Un petit peu. Pour une fois. Parce que Et d'ailleurs, la charte du Mandé c'est ça le charme ne du veut débat. rien dire. Nous, de Taoudeni, on ne connaît pas la charte du Mandé. Nous, de Ménaka, nous ne connaissons pas la charte du Mandé. Nous, de Mopti, nous ne connaissons pas. Donc chacun a autant de mécanismes comme Exactement. ça. C'est ça. Et je pense qu'il est temps qu'on regarde vers l'avenir. Il est temps comment on va regarder La vers charte de l'avenir? Kourafuga était une bonne chose à l'époque. Modibo Keïta était une bonne personne à l'époque, avec une bonne vision à l'époque. Mais si on ramène Modibo Keïta aujourd'hui... Nous, on ne va pas le ramener. C'est pas les mêmes Oui. époques. C'est pas les mêmes époques. Non. Mais Gassama, donc, je te rejoins et moi je dis toujours, C'est au niveau des valeurs. Surtout. Sundiata a mobilisé et a fait une synergie autour de sa charte du Mandé. Modibo Keïta a fait une synergie panafricaine au-delà même des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Alors nous, à notre époque, on va faire quoi? Eux, ils ont fait ce qu'ils devaient faire pendant leur temps et leur époque. Ils ont servi leur époque. C'est à cette génération-là aussi et à nos enfants et nos petits frères et petites sœurs de servir leur époque. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors maintenant, cette relation Mali-France, on revient à notre débat. On la laisse comme ça? On la réchauffe ou on la refroidit? Qu'est-ce qu'on fait? On raffermit? Est-ce qu'on a même besoin de raffermir? Quelle peut être la solution maintenant? honneur aux dames. Ok. Kadikara? Moi, je dirais... Statu quo ou pas statu quo? On la réchauffe. On la refroidit ou on la réchauffe? Non, on la refroidit. Ah, je suis pas piégée là. On la refroidit. Pardon, effectivement, on la refroidit, on la revisite et puis on la respecte. On a besoin de la France? On a vraiment besoin de la France? On a besoin de tout le monde, nous, on est indispensable. Exactement. Thank you. Non, mais je dis qu'il faut que la France comprenne que autant il y a quelque temps encore, elle était indispensable au Mali. Aujourd'hui, il faut que la France comprenne, parce que je pense que sur certaines choses, on est arrivé quand même, quoi qu'on dise, à un point de non-retour. Ça veut dire que plus rien ne sera plus comme avant entre la France et le Mali. Il faut dire les choses, de mon point de vue. Et nous comptons sur vous. Mais en revanche, quoi qu'on dise, compte tenu des liens historiques existants qui ont existé entre la France et le Mali, la France restera toujours incontournable. Mais maintenant, d'un point de vue au niveau de la diplomatie malienne, cette dernière a acté le fait que la France ne serait plus son interlocuteur unique, que maintenant elle pourra causer, entre guillemets, avec les autres, traiter avec les autres. Parce que c'est ce que le peuple réclame. Mais est-ce que la France n'avait jamais été unique? Parce qu'on n'avait jamais... Le premier partenaire, je dirais, commercial, quelque part... Commercial, oui. Mais Mali, défense, ça n'a jamais été la France. Bah, si, parce que... depuis les accords de défense. Même l'arrivée... Celle qui avait l'œil de Reagan. Même l'arrivée de la MINUSMA et de Takuba, c'est la France qui cautionne. Parce que ça, c'est les Nations Unies, ils ont divisé comme ça. Avec la communauté internationale, notre premier interlocuteur, c'est la France. Oui. La France. On est sous la tutelle. Voilà. Et peut-être parce que nos dirigeants ont manqué de vision ou de courage, sinon d'autres dirigeants ont clairement décroché et ont décidé de prendre une direction. Je pense notamment à l'Algérie, qui a eu une histoire encore plus violente avec la France, mais la semaine dernière, des responsables français étaient là-bas. Ah oui. Donc ça revient à ce que je disais. Les relations entre États ne sont pas les relations entre hommes. Mais l'Algérie est super riche. C'est pour ça que je dis, oui, parce qu'ils ont travaillé. Elle est plus peuplée. Ils ont travaillé. Il suffit pas elle a bien exploité ses ressources. Il suffit pas d'être nombreux et d'être grands. Il faut travailler. Ils ont travaillé pour mettre en avant leur pays. Les relations entre la France et le Mali, moi, je ne suis pas inquiet. Parce que je sais que, au-delà du fait que... Gassama n'est pas inquiet. Non, je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. C'est peut-être parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des représentants des autorités françaises et aussi avec des représentants des autorités maliennes. Je sais que la fenêtre est toujours ouverte. Ce que les autorités maliennes demandent, ce n'est pas compliqué. Ça ne demande pas... C'est légitime. Ça ne demande rien à la France en vérité. Juste, ce que Macron a fait pour l'Algérie, reconnaître les torts, c'est ce que les autorités maliennes demandent. Les Algériens l'ont demandé depuis longtemps. C'est Macron qui leur a donné ce qu'ils voulaient.
Mais sinon, à l'époque de Chirac, déjà, les autorités algériennes le demandaient. À l'époque de Mitterrand, c'était demandé. On ne parle même pas de l'époque de De Gaulle. Arrivé à un moment donné, la France, à travers Macron, a reconnu des torts vis-à-vis de l'Algérie. Les Algériens ont apprécié. C'est aujourd'hui ce que le Mali demande. Et aussi retourner des squelettes. Exactement. C'est aujourd'hui ce que les Maliens demandent. Et je sais que la France peut le donner. La France le donnera. Malheureusement, aujourd'hui, la France a à la tête on a à la tête de la France un président arrogant et condescendant qui est Macron. Et je sais que la diplomatie française n'est pas forcément en phase avec la diplomatie de l'Élysée. C'est-à-dire qu'il y a deux diplomaties. Il y a la diplomatie de Macron avec ses hommes, Le Drian, etc., qui sont partis tenir des discours va-t-en-guerre. Et il y a la vraie diplomatie, la diplomatie professionnelle française, qui est proche du terrain, qui est dans l'ambassade, qui est dans les ambassades, qui est au contact des gens sur le terrain. Je sais que la vision est différente. Donc je sais qu'arrivera un moment donné, on sortira de cette histoire de débat sans fin. Et je pense que cette diplomatie, nous l'avons entendue, surtout sur les réseaux sociaux, à travers un ancien diplomate, je pense Nicolas Normand, qui souvent a des positions, en tout cas que nous jugeons éclairées. Donc nous espérons que beaucoup de ces voix vont commencer à se soulever et au Mali et en France pour que la raison nationale ou les raisons nationales puissent primer. Si ce n'est pas avec Macron, ça sera avec le prochain président français. Donc, merci infiniment Samba Gassama, Général Gassama, sur les réseaux sociaux pour cette note d'espoir. Et on a entendu, toi tu n'as pas peur et tu penses que ça ira. Déjà, le dialogue n'a jamais été interrompu, on a compris. Déjà, on a compris à travers M. Keïta, ancien élu, président de Afrique Fraternité, société civile dynamique en France et au Mali, que vous êtes conscient et vous avez aussi commencé à travailler sur l'opinion nationale française pour que la pression aussi puisse venir de l'intérieur afin que le politique puisse incarner la volonté populaire française. Kadi pense que toujours il faut continuer le dialogue, il faut adoucir un peu les mots et ne pas trop tirer sur la corde. Mais en finalité, il n'y a rien de plus noble, comme Général Gassama l'a dit, que la lutte pour la liberté. Surtout pour un peuple comme le nôtre, les Africains et les Noirs. Parce que ce que peut-être le monde oublie, nous avons plus de 400 ans d'esclavage. Nous avons plus de 200 années de colonisation. Et nous avons plus de 60 ans de néocolonisation. Donc, on a toujours été opprimés. Et donc, dès qu'on voit un petit grain qui veut nous étouffer, on commence à avoir peur. Parce qu'on ne sait peut-être pas d'où on va, mais on sait exactement d'où l'on vient. Et d'où l'on vient, on ne souhaiterait pas retourner. Donc, merci infiniment à vous tous et tous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Moussoya. Et nous invitons à laisser vos commentaires à travers nos différentes plateformes et aussi via SMS, plus 223 70 30 60 30. Merci infiniment, Général Gassama. Merci à toi. Merci, Keïta Ibrahima. Et merci, Khadija Koulibaly, Kadikara. Sincère remerciement à Jedelix Media pour c'est eux qui me produisent ça sur Paris. Merci infiniment aussi à ma régie à Bamako, avec mon réalisateur en chef, Augustin Echoubihi, Lamine Koulibaly, Sidi Maman Sidibé, Grand B qui est sur les ondes de Joliba FM 105.0 et bien sûr Mamadou Berté, mon assistant. Merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine. Moussoya Diaspora est une rubrique spéciale de votre émission citoyenne Moussoya qui célèbre le leadership féminin africain hors du continent. L'émission vise à donner écho à la voix de toutes ces femmes et hommes de la diaspora africaine qui œuvrent dans l'édification d'un monde juste et égalitaire. Nous vous invitons donc à nous suivre sur nos différents canaux Joliba TV News, Joliba FM et sur les comptes Facebook, YouTube et Instagram de Moussoya. Moussoya! Mieux comprendre la femme. Alors, nous sommes femmes,